Les clés de mon appartement de rêve semblaient lourdes dans ma paume alors que j'étais assise dans le bureau de l'agence immobilière, mon cœur battant à tout rompre contre ma poitrine. 27 ans, et j'étais enfin sur le point de posséder quelque chose qui m'appartiendrait vraiment. Le bâtiment victorien en grès brun m'avait coupé le souffle dès l'instant où j'étais passé par ses portes en chêne, 3 semaines auparavant parquet brillant comme du miel, grande fenêtre en bail capturant parfaitement la lumière du matin, et un coin lecture chaleureux où je m'imaginais déjà, tasse de café à la main, lisant les revues médicales que je n'avais jamais le temps d'ouvrir à la maison. J'étais tombée amoureuse des moulures au plafond, de la cheminée d'origine avec ses carreaux décoratifs, et surtout du petit jardin à l'arrière, où j'imaginais faire pousser des herbes pour cuisiner. Après avoir vécu dans des studios exigus et partagé des espaces avec des colocataires qui laissaient traîner la vaisselle pendant des jours, cet endroit me paraissait un palais. Plus encore, il représentait la preuve que tous mes sacrifices avaient valu la peine. Il ne manque plus que le virement bancaire, mademoiselle Rodriguez, dit l'agent avec un sourire chaleureux. Ensuite, ce sera officiel. Je sortis mon téléphone pour accéder à mon application bancaire, les doigts tremblants d'excitation. C'était le moment. L'aboutissement de 3 années d'économie rigoureuse, chaque centime gagné lors de double garde à l'hôpital, les heures supplémentaires pendant les week-ends fériés où d'autres infirmières appelaient pour dire qu'elles étaient malades, l'argent que j'aurais dû dépenser pour un manteau d'hiver décent ou pour réparer la climatisation cassée de ma voiture. J'avais vu mes amis partir en vacances pendant que je mangeais des nouilles instantanées et n'achetais que des produits de marque distributeur. Je portais des blouses trouées et des chaussures qui me blessaient les pieds parce que chaque dollar comptait, chaque dollar me rapprochait de ce moment. Mais dès que l'application se chargea, mon sang se glaça. Compte gelé. Veuillez contacter votre agence immédiatement. Je dois passer un appel, murmurai-je, en quittant le bureau d'un pas vacillant. Mes mains tremblaient alors que je composais le numéro de Marcus, mon grand frère et la seule autre personne ayant accès à mes comptes, une décision que j'avais prise des années auparavant, quand il m'avait aidé à mettre en place un plan d'épargne après la mort de nos parents. Et Elena. Sa voix était d'une joie écœurante. Alors, comment ça se passe, la chasse à l'appart? Marcus, qu'est-ce que tu as fait? Mon compte est gelé. Les mots sortirent dans un souffle, ma gorge se resserrant. Le silence s'étira comme un fil tendu avant que sa voix ne se transforme, devenant froide, méconnaissable. Ce n'était plus le frère qui me faisait du chocolat chaud quand je faisais des cauchemars, ni celui qui m'avait appris à faire du vélo dans le parc derrière notre maison d'enfance. La famille passe avant tout. Ricana-t-il, et je pouvais presque voir son sourire satisfait à travers le téléphone. Tu ne peux pas juste nous abandonner, Elena. Papa et maman auraient honte de toi, maintenant que tu ne penses qu'à toi. Mes jambes cédèrent et je m'effondrai sur un banc à proximité. T'abandonner? Marcus, j'achète un appartement à 20 minutes d'ici. J'allais vous inviter tous pour les dîners du dimanche, je comptais faire dormir les enfants dans la chambre d'amis. Sarah est enceinte de jumeaux, m'interrompit-il. On vient juste de l'apprendre hier. On a besoin de cet argent pour la chambre des bébés, les frais médicaux, pour tout. Tu es incroyablement égoïste, à ne penser qu'à toi alors que ta famille a besoin de toi. Cet argent pourrait servir à tellement de choses, la crèche, les meubles pour bébé, le congé maternité de Sarah. Ma vision se brouilla, des larmes de rage et d'incrédulité me montant aux yeux. C'est mon argent, Marcus. Chaque dollar, je l'ai gagné en travaillant de nuit aux urgences, pendant que toi tu étais à la maison avec ta famille, pendant que tu pouvais être là pour les histoires du soir et les matchs de foot. J'ai raté les matins de Noël, les dîners de Thanksgiving, les anniversaires, tout ça pour pouvoir me construire une vie à moi. Tu n'as pas d'enfant, Elena. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être responsable d'autres personnes. Tu n'as à te soucier que de toi-même. La cruauté banale de ces paroles me frappa comme un coup physique. Il disait cela comme si j'étais égoïste simplement parce que je n'avais pas d'enfant. Comme si mes rêves et mes objectifs n'avaient aucune valeur parce que j'étais célibataire. Comme si les patients que j'avais sauvés, les familles que j'avais consolées dans leurs heures les plus sombres, la vie que j'avais bâtie par pure détermination, comptaient moins que la sienne. C'est fait, ajouta-t-il d'un ton définitif, sa voix désormais totalement dépourvue de chaleur. Le compte restera gelé jusqu'à ce que tu reviennes à la raison. La famille passe avant tout, Elena. Toujours. Papa et maman nous l'ont appris. La ligne coupa net. Je restais là, sur le trottoir, avec 26 000 $ sur mon compte, de l'argent pour lequel j'avais saigné, sacrifié, et je ne pouvais pas en toucher un seul centime. L'agent immobilier me donnerait peut-être 1 heure avant de proposer l'appartement au prochain acheteur. 3 ans de rêve, s'effondrant comme des châteaux de sable.
Pendant un instant, je sentis cette vieille envie familière de céder. Il aurait été si facile de rappeler Marcus, de m'excuser, de lui promettre d'aider avec les jumeaux. C'est ce qu'aurait fait l'ancienne Elena, celle qui lui avait donné accès à ses comptes au départ, parce qu'il l'avait convaincue qu'elle était trop émotive pour gérer ses propres finances après l'accident de voiture de nos parents. Celle qui avait passé des années à croire qu'aimer sa famille signifiait s'effacer soi-même. Je pensais à Sarah, enceinte de 8 mois et épuisée, courant après leur fille de 2 ans, Emma, pendant que Jake, 4 ans, réclamait une collation toutes les 5 minutes. Je pensais à Marcus, qui avait perdu son emploi dans le bâtiment il y a 6 mois et qui avait été trop fier pour en parler à quiconque, sauf à moi. À leur carte de crédit déjà au maximum, à leur retard sur le remboursement de leur prêt immobilier. Mais ensuite, je me rappelais autre chose. Je me souvins de cette nuit où j'avais enchaîné 16 heures de garde parce que 3 infirmières s'étaient fait porter pâle, et de mon retour à la maison, épuisé, pour découvrir sur les réseaux sociaux que Marcus et Sarah postaient des photos de leur escapade du week-end dans la Napa Valley. Je me souvenais lui avoir demandé, étonné, comment ils avaient pu se payer des vacances alors qu'ils venaient tout juste de me demander de l'aider à payer la crèche d'Emma. Sarah avait besoin d'une pause, avait-il répondu d'un ton désinvolte. Tu ne peux pas comprendre la pression que c'est, d'être parent. Je me rappelais toutes les fois où j'avais payé pour eux l'inscription d'Emma à la maternelle, les crampons de football de Jake, la caution pour leur logement actuel quand la cote de crédit de Marcus n'était pas suffisante. De l'argent que j'avais donné librement, pensant que c'était ça, aimer. Sans me rendre compte que ça me noyait à petit feu. Mais Marcus avait commis une erreur cruciale. Il avait cru que j'étais toujours la petite sœur naïve qui le laissait gérer ses finances. Il avait oublié que j'étais une infirmière aux urgences, qui avait vu suffisamment de cas de violence domestique pour reconnaître un abus financier lorsqu'il m'arrivait, même quand il m'arrivait à moi. D'une main ferme, j'appelais l'inspecteur Morrison du service des fraudes, un homme dont j'avais sauvé la femme après un accident de voiture l'année précédente. Elle était arrivée aux urgences avec des hémorragies internes et un poumon effondré, et c'est moi qui avais repéré les signes d'hémorragie que le résident n'avait pas remarqués. L'inspecteur Morrison ? C'est Elena Rodriguez de l'hôpital général. Je dois signaler une fraude financière et un vol d'identité. Sa voix devint immédiatement professionnelle, mais chaleureuse. Et Elena ? Que se passe-t-il ? Tu vas bien ? Je lui expliquai tout, comment Marcus avait accès à mes comptes, comment il les avait gelés sans ma permission, comment il retenait en otage toutes mes économies de vie pour m'obliger à lui donner de l'argent. Ma voix restait stable, même si mes mains tremblaient. C'est grave, Elena. Ce qu'il a fait accéder à tes comptes sans autorisation, les bloquer pour te forcer la main, c'est de la fraude financière. Le fait qu'il soit de ta famille ne rend pas ça légal. Je sais, murmurai-je. J'ai vu ce que ça fait aux gens. Je n'aurais jamais cru que ça m'arriverait à moi. On peut envoyer des agents à son domicile dans l'heure. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ? Une fois qu'on lance la procédure. Je fermai les yeux, pensant au sourire édenté d'Emma, au câlin collant de Jake, au visage épuisé de Sarah. Puis je pensais à moi, à 18 ans, signant les papiers du compte parce que Marcus m'avait convaincu que je ne savais pas gérer l'argent. Je pensais à chaque patient pour lequel j'avais plaidé, à chaque fois où j'avais tenu tête à un médecin qui ignorait mes inquiétudes, à chaque vie que j'avais tenté de sauver. J'en suis sûre. 45 minutes plus tard, j'observais depuis la fenêtre du bureau de l'agence immobilière 5 policiers arriver devant la maison de Marcus. Mon téléphone vibrait sans arrêt, appel paniqué de Marcus, puis de Sarah, puis à nouveau Marcus. Je les laissais tous aller sur la messagerie au début, mon cœur se brisant un peu plus à chaque sonnerie. Je pouvais imaginer la scène, Emma cachée derrière les jambes de Sarah, effrayée par les hommes inconnus à la porte. Jake demandant pourquoi papa avait l'air si inquiet. Le visage de Sarah en comprenant ce qui se passait, la trahison dans ses yeux en réalisant que c'était moi qui avais appelé la police. Mais je pensais aussi à l'Elena d'avant, toujours en train de s'excuser, toujours à s'effacer, toujours à choisir la paix au détriment de son propre bien-être. Cette Elena était morte à l'instant où Marcus avait lancé avec mépris. La famille passe en premier, tout en volant mes rêves. Elena, qu'est-ce que tu as fait, bon sang ? La voix de Marcus était stridente quand je décrochai enfin, au 4e appel. Je me suis protégée, dis-je calmement, surprise moi-même de ma sérénité. Tu as appelé les flics contre ton propre frère. Ils parlent de porter plainte. Sarah pleure, les enfants sont terrorisés, comment as-tu pu faire ça à ta famille ? La manipulation était tellement familière, tellement bien rodée. Me faire passer pour la méchante. Me rendre responsable de ses choix, de ses conséquences. La famille passe en premier, Marcus, dis-je en lui renvoyant ses propres mots.
C'est pour ça que je m'assure que mes neveux et nièces apprennent que voler à sa famille a des conséquences. C'est pour ça que je leur montre ce que c'est, quand quelqu'un se défend. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Je te protégeais d'une décision stupide. Tu ne sais pas gérer l'argent, Elena, tu ne l'as jamais su. Tu te souviens quand tu voulais dépenser ton héritage dans ce stupide diplôme d'art à 18 ans? Me protéger? Je ricanai amèrement. Tu m'as volé. Tu as utilisé mon numéro de sécurité sociale pour accéder à mes comptes sans autorisation. C'est une fraude fédérale, Marcus. Et le FBI prend ça très au sérieux. À travers la vitre, je le vis menotter, conduit hors de chez lui, Sarah en larmes sur le perron. Une partie de moi souffrait, c'était mon frère, le garçon qui m'avait tenu la main aux funérailles de nos parents. Mais une autre partie, bien plus grande, ressentait quelque chose que je n'avais plus connu depuis des années. La liberté. 3 heures plus tard, avec mes comptes débloqués et des excuses formelles de la banque, je signais les papiers de mon appartement. L'inspecteur Morrison avait passé quelques coups de fil, expliquant que la fraude avait été rapidement résolue avec la pleine coopération de la victime. Le directeur de la banque était consterné d'apprendre que leur politique de compte conjoint avait été exploitée pour commettre une fraude. En marchant dans mon nouveau chez-moi vraiment à moi, cette fois, je touchais chaque chose avec une forme de vénération. La rampe lisse de l'escalier menant à ma chambre. Le plan de travail de la cuisine où je préparerais mon café chaque matin sans craindre de réveiller des colocataires. Le rebord de la baie vitrée où je pourrais lire tranquillement le dimanche matin. Pour la première fois depuis 3 ans, j'avais l'impression de pouvoir respirer pleinement. Mon téléphone vibra. Un message de Sarah. Et Elena, je suis tellement désolée. Je ne savais pas ce qu'il t'avait fait. Marcus m'avait dit que tu avais proposé l'argent pour les jumeaux. Je ne l'aurais jamais accepté si j'avais su qu'il l'avait volé. Les enfants demandent pourquoi papa est parti. Emma pleure et appelle son oncle Elena. Je ne sais pas quoi leur dire. Je m'effondrais sur le banc de la fenêtre, le cœur brisé pour ces petits qui n'avaient aucune idée que les choix de leur père avaient détruit notre famille. Mais je ressentais aussi quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps. La clarté. Je fixais le message pendant un long moment, tandis que le soleil projetait des rectangles dorés sur mon parquet tout neuf. Puis je tapais lentement. Et dis-leur que leur tante Elena les aime très fort. Et que parfois, aimer quelqu'un, c'est aussi le tenir responsable de ses choix. Quand Marcus sortira, s'il veut reconstruire notre relation, on pourra parler. Mais ça commence par le respect et par le fait qu'il cherche de l'aide pour comprendre pourquoi il a cru que c'était acceptable. Je ne suis pas en colère contre toi, Sarah. Tu es aussi victime que moi dans cette histoire. Si tu as besoin d'aide, de la vraie aide, pas de l'argent, appelle-moi. Mais je ne serai plus jamais le distributeur automatique de personne, même pas de la famille. La réponse arriva rapidement. Je comprends. Je suis fière de toi, Elena. J'aurais dû l'être depuis longtemps. La lumière dorée de la fin d'après-midi formait des rectangles parfaits sur mon nouveau plancher. Ce jour-là, j'avais perdu un frère, mais j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux. Ma propre voix, ma propre force, ma propre vie. La famille passe en premier. Mais cette famille me comprend moi aussi. Et parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire, c'est refuser d'être une victime.